les perversions sont-elles des maladies? L'histoire de l'appropriation médicale des perversions montre que l'importation de cette notion dans le champ du pathologique est récente, puisqu'elle date du milieu du XIXe siècle et qu'elle procède de multiples déterminismes. La médecine reprend la dualité linguistique perversion-perversité, termes tous deux empruntés à des dérivés latins de pervertere, retourner, renverser, rapidement pris dans le sens du retournement fâcheux. Rappelons que, tandis que le terme perversité au singulier, attesté dès 1190, dénote une disposition permanente du caractère, celui de perversion, au pluriel, est attesté quant à lui en 1444 et désigne des comportements. Cette opposition, reprise à son compte lors de l'appropriation médicale de ce champ, est alors comprise comme celle de l'inné et de l'acquis, non sans renvoyer toutefois à une interrogation de base sur le caractère nécessaire ou contingent de ce type de trouble. Alors que, à la même époque, pour l'Église et progressivement la société, la dualité plaisir versus absence de plaisir croise le binôme licite versus illicite, avec dans l'illicite un axe qui va de conduite dérisoire jusqu'à de vrais crimes, la description médicale des troubles et dérangements va progressivement s'enrichir de métaphores moralisantes. Par suite, les perversions quitteront la physiopathologie générale pour qualifier des déviances exclusivement sexuelles. Et c'est Magnan qui, en 1885, imposera l'usage habituel du terme perversion sexuelle. Parallèlement, comme le montre Foucault dans son cours sur les anormaux, le monstre, pensé depuis le Moyen-Âge comme infraction juridique à la loi naturelle, va progressivement se mêler à deux autres figures, celle de, je cite, l'individu à corriger et de, je cite, l'enfant masturbateur. Et la médecine psychiatrique va s'approprier ces trois figures, le monstre, l'individu à corriger, l'enfant masturbateur, sous le vocable générique de l'anormal et des anormaux. Progressivement, la monstruosité passe alors d'un statut juridico-naturel, qui concernait essentiellement l'anomalie physique, le monstre de foire, à un statut juridico-moral, centré sur les conduites. Pour le dire autrement, avec Foucault toujours, ce n'est plus la monstruosité qui est criminelle, c'est le criminel qui est monstrueux. Et la recherche du monstre moral va être confiée à la psychiatrie. Lanteri-Laura précise à cet égard que ce sont bien la déshérence des fonctions de la religion, la médiocre efficacité du droit positif qui en fait trop ou trop peu, le prestige des sciences au XIXe siècle et de la médecine dans les sciences qui rendent compte de l'appropriation médicale des perversions. C'est ainsi que, dans la mouvance d'un questionnement qui s'élabore autour de l'intérêt du crime et face au crime dénué d'intérêt, donc d'intelligibilité, que l'on voit pour la première fois apparaître la question de la nature, éventuellement pathologique, de la criminalité. Avec cette médicalisation devenue possible, les criminels sont punis, certes, toujours au nom de la loi, mais leurs actes, désormais toujours référés à l'horizon virtuel de la maladie. Or, aujourd'hui comme hier, le discours scientifique relatif aux perversions poursuit toujours deux fonctions différentes et intriquées, et qui jouent un rôle de fondement réciproque l'une à l'égard de l'autre, et qui sont connaissance vraie ou présumée vraie sur les phénomènes et connaissance des opinions sociales sur ces mêmes phénomènes. Or, aujourd'hui, comme depuis le début de l'appropriation médicale des perversions, les trois mêmes sources de savoir que sont pour l'essentiel la psychanalyse héritée de 1905, en contrepoint les acquis de la science positive, ainsi que la sexologie comme discours sur les normes sexuelles de l'époque, fournissent une connaissance très hétérogène de la dimension pathologique des perversions. Cependant, au cœur même de cette hétérogénéité, pour le dire avec Georges Lanteri-Laura, c'est toujours l'opinion
qui vient indiquer le domaine des comportements pervers, et la connaissance reste à cet égard tributaire de l'opinion, même si elle modifie en cours de route l'étendue de ce champ. Trop peu connue, l'étude numéro 13 qu'Henriet consacre au thème perversité et perversion fournit une brillante synthèse des apports avec leurs limites de la psychanalyse, du positivisme, mais aussi de travaux phénoménologiques. Sans développer ici le détail de ces propositions cliniques, soulignons la mise en exergue par Henriet d'un dénominateur commun à ces perturbations. Dénominateur constitué, je cite, par la dépendance de la vie affective et sociale, dont la relation amoureuse est le centre, à l'égard des formes primitives de l'existence. Mais Henriet va bien au-delà de ces explications cliniques. Il sous-tend de plus son propos d'un questionnement sur le normal et le pathologique particulièrement pertinent en termes épistémologiques et éthiques. L'exemple le plus parlant est celui de l'homosexualité, alors comprise, nous sommes en 1950, comme une des figures les plus répandues de perversion et à l'époque largement considérée comme pathologique par la psychiatrie. Henriet soutient quant à lui qu'il existe des formes normales et des formes pathologiques de perversion, y compris d'homosexualité. Je cite, « L'homosexualité tout à la fois maxima et normale est celle de la perversité des mœurs. C'est un aspect normal de l'amour qui se satisfait dans le vice contre la nature. Par ailleurs, l'homosexualité pathologique est soit névrotique quand elle est régression ou fixation à la supranature complexuelle ambiguë, soit hermaphrodite quand s'inverse dans la nature l'apparence et la réalité du sexe. Dans ce mouvement, Henriet réussit cette prouesse au regard du contexte sociétal et médical de décréter non pathologique, donc ne relevant pas du soin psychiatrique, la perversion de ce qui était considéré alors comme nature et mœurs bonnes, en dégageant la médecine de la morale, qu'il ne remet pas pour elle-même en question à cette place, mais ce n'est pas l'enjeu de son travail, il fait œuvre épistémologique et éthique. Par suite, quand il conclut son propos plus général sur la perversité et les perversions, perturbations qu'il estime régulièrement conjointes, Henriet explique de nouveau, je cite, que la perversité normale est la conséquence d'une conception du monde, pour si corrélative qu'elle soit de la culture et des mœurs, elle engage l'être dans la trajectoire de sa destinée, de sa volonté. Les formes pathologiques, de leur côté, des conduites mauvaises, sont par contre caractérisées par le fait que le malade est impuissant à agir autrement, qu'il est poussé par la dynamique interne de son système pulsionnel à agir en dehors ou contre les règles morales auxquelles il peut accéder, puisqu'elles présupposent précisément une certaine maturité de la conscience morale ou de la conscience tout court. Les conduites perverses sont donc, pour Henriet, toutes mauvaises au regard des mœurs, mais soit normales, soit pathologiques pour la psychiatrie.